Bienvenue au podcast Invest Immo Club, épisode numéro 14. Vous écoutez le podcast Invest Immo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimmoclub.com. Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, comment allez-vous ? Je suis Bruno, votre humble serviteur pour ce podcast dédié à l'immobilier. Merci beaucoup d'être parmi nous. Dans cet épisode, nous partons vers le nord à la rencontre de Cédric. Cédric a décidé d'investir pour assurer le futur de sa famille en y allant progressivement. Au tout début, il a été incité et aidé par ses parents afin d'investir dans un appartement. Puis, quelques années plus tard, ayant un emploi à temps plein, il s'est dit qu'il était plus efficace de réaliser de plus gros investissements. D'où sa décision d'investir dans des immeubles. Du coup, Cédric va nous décrire le processus pas à pas qui l'a mené à l'acquisition de son premier immeuble. Beaucoup de choses à retenir, mais surtout les erreurs et les petits imprévus vécus dans cette aventure. Aujourd'hui, son objectif est de se professionnaliser et on aime beaucoup ça chez Invest Immo Club parce que notre credo c'est de voir l'immobilier comme une petite entreprise. C'est pour cela, notamment, que Cédric rencontre régulièrement d'autres investisseurs dans la région lilloise pour s'inspirer et progresser. En fin d'interview, Cédric nous parlera aussi de sa stratégie passive boursière en parallèle afin de ne pas être exposé à 100% à l'immobilier. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les liens mentionnés dans l'épisode sur la page investimmoclub.com/épisode 14. Et avant de commencer, je voulais également vous dire que si vous avez un téléphone sous Android, vous pouvez utiliser l'application, et je vous recommande, Podcast and Radio Addict. Tapez dans la barre de recherche des podcasts, IMO, et normalement le premier qui sort est le podcast Invest Immo Club. De la sorte, vous recevrez les nouveaux podcasts directement, plus besoin de venir chercher sur le site. Chaque semaine, vous entendrez l'histoire d'un nouvel investisseur. Bon allez, sans plus tarder, accueillons notre invité. Bonjour Cédric et bienvenue au podcast. Oui, bonjour Bruno. Merci beaucoup de ta présence cette semaine. Pour les auditeurs, pour les aider à se projeter plus facilement, est-ce que tu pourrais nous dire et leur dire voilà, un petit peu ton parcours et puis surtout pourquoi tu as commencé à investir dans l'immobilier ? D'accord. Alors, mon parcours, donc j'ai une formation d'ingénieur. Je suis actuellement en couple avec ma compagne. J'ai un enfant et un enfant à venir. L'immobilier, en fait, ça m'est venu dans un tout premier temps, on va dire déjà un contexte familial, puisque que ce soit mes grands-parents des deux côtés, mes parents ont acheté des appartements, d'un côté pour les locaux commerciaux du commerce qu'ils tenaient, d'autre côté plutôt dans une logique d'investissement. Donc forcément, il y avait déjà ce contexte familial. Et concrètement, ma première opération, ça a été un petit 2 pièces quand j'étais encore étudiant. On va dire que très clairement, ce sont mes parents qui m'ont invité à le faire en mettant un minimum d'apport dans l'opération. Et c'était ma première expérience dans l'immobilier. D'accord, alors quand tu dis que tes parents t'ont invité à le faire, ça veut dire qu'ils t'ont soutenu financièrement ou alors tu as fait ton projet avec un financement à ton nom ? Alors, c'est un financement en mon nom, c'était mon apport, entre guillemets, de ce que j'avais pu économiser, des anniversaires, des cadeaux, etc., ou de ce que mes parents avaient commencé à mettre un petit peu de côté pour moi. Donc, effectivement, ils ont participé un petit peu pour l'apport et j'ai un peu participé par rapport à mon épargne. Ils m'ont juste aidé, par contre, pour la garantie bancaire, en plus du crédit logement, il y avait également leur cautionnement pour le prêt. D'accord, et juste tu peux nous expliquer rapidement comment ça marche le cautionnement comme ça pour une personne qui pourrait avoir une situation pas des plus idéales, par exemple quand on est étudiant ou je sais pas, j'imagine peut-être quand on est intérimaire ça peut être le même genre de situation. Comment ça marche un cautionnement des parents ? Oui, en fait simplement une banque va chercher à se garantir sur le remboursement de l'emprunt. Il va demander, comme à tous les emprunteurs on va dire classiques à cautionnement, que ce soit une hypothèque, le privilège prêteur-denier ou alors le crédit logement, mais parfois c'est pas suffisant. Il va juger que pour un étudiant qui a aucun revenu, qui a une incertitude supplémentaire et donc il va demander qu'il en apporte un garant. Ce garant, c'est comme quand on se porte garant pour quelqu'un qui est locataire et qu'on se porte garant pour quelqu'un, c'est la même manière. C'est un cautionnement solidaire. En l'occurrence, c'était les parents et ça vient porter une deuxième garantie supplémentaire à la banque. Et sans cette garantie, en l'occurrence, en tout cas sur cette banque-ci, sur ce montage-là, j'aurais pas pu faire mon opération.
Ouais, effectivement. Mais du coup, concrètement, ça veut dire que eux, ils ont signé l'offre de prêt à tes côtés? Tout à fait. Oui, Ouais. ils ont signé l'offre de prêt, ils ont signé un acte de cautionnement distinct. Et effectivement, si j'avais si j'avais été en défaut, si j'avais pas pu rembourser les mensualités, c'est eux qui auraient été sollicités en premier. D'accord. Mais sur l'acte authentique d'achat du bien auprès des notaires et des services cadastraux, c'est toi qui es propriétaire unique du bien. C'est mon nom propre, tout à fait. Ok. L'acquisition d'un côté et le financement sont deux choses distinctes. Ouais, d'accord. Et c'est quelque chose qui se fait souvent. Je sais pas si tu connais d'autres personnes qui ont fait ça. À ma connaissance, non, puisqu'en général, les gens font ce genre d'acquisition une fois qu'ils ont déjà des revenus et se garantissent par rapport à leurs revenus. Mais après, on pourrait imaginer que quelqu'un qui a des revenus, on va dire, un peu justes par rapport à un projet, pour effectivement solliciter un cautionnement de quelqu'un pour, on va dire, renforcer son dossier. Ouais, effectivement. Ok, super. Donc ce premier bien, un T2, comme tu disais. Dans quelle région d'ailleurs tu es et tu investis? Alors, il est en région parisienne, ce logement. Si je devais l'écrire en quelques mots, alors c'est une affaire. C'était une marchande de biens qu'on avait dans notre entourage, qui nous a effectivement parlé d'un très beau projet immobilier qu'elle était en train de gérer, qui prenait beaucoup de temps. Elle avait une petite affaire qui était vraiment une goutte d'eau par rapport à on va dire que ce soit au patrimoine, que ce soit son activité globale, qu'elle a en fait cédé. Voilà, elle m'a apporté entre guillemets l'affaire contre une petite commission. Et c'était en fait un studio qui était à la limite de l'insalubrité, qu'il fallait reprendre complètement. Et la petite particularité, c'était qu'on a transformé ce studio en 2 pièces. Je pense que les 2 pièces se louent toujours mieux qu'un studio. Et en l'occurrence, on a pu créer dans l'ancienne cuisine une petite chambre. Légalement, elle ne fait pas 9 mètres carrés, mais en tout cas, le fonction est celle d'une chambre avec un lit distinct du salon. D'accord, ok. Et donc sur Paris, et toi tu habites à Paris? Je suis originaire de la région parisienne, j'habite dans la région nord aujourd'hui. D'accord, ok. Et donc cet investissement, à ce moment-là où tu l'as fait, donc tu étais étudiant, tu as été incité par tes parents en quelque sorte, mais tu avais déjà les notions de l'investissement avec les chiffres de rentabilité, etc. Ou alors pas encore ou... Absolument pas. Je me suis basé à l'instinct, entre guillemets pour le coup l'instinct de mes parents. Ouais, effectivement. Je leur ai fait confiance sur ce chose-là. Il y a eu probablement des erreurs qui ont été commises, que ce soit sur le financement, que ce soit sur certaines choses. Mais au final, il y a quand même un avantage à cet investissement, c'est qu'il est arrivé très tôt et qu'aujourd'hui, l'air de rien, voilà, j'ai moins de 30 ans et il ne me reste plus que 5 ans à rembourser sur ce bien. Par rapport à un emprunt qui faisait 15 ans au début. Donc rien que pour ça, c'était effectivement intéressant de le faire. Mais sur plein d'autres aspects, il aurait pu être optimisé. Justement, juste un aspect en particulier auquel tu penses là qui aurait pu être optimisé si tu avais su? Le financement, tout simplement. Là, on était parti sur les frais de notaire plus une partie, notamment les travaux que j'ai financés en direct, qui n'étaient pas inclus dans le prêt. C'est évidemment une erreur. Moi, j'aurais recommandé, si j'avais eu un peu plus de recul, de faire un financement total, ou en tout cas le plus possible. Ok, d'accord, ok. Et donc ce bien aujourd'hui, tu l'as toujours, et puis en termes locatifs, ça se passe bien, tu le gères en direct? Il est géré en direct. Pour la petite histoire, mon père est président du conseil syndical de cet immeuble. Alors c'est un peu ironique parce que déjà d'une part, il n'est pas le propriétaire, donc c'est toujours ça m'amuse toujours de savoir que le président du conseil syndical n'est pas propriétaire de bien dans l'immeuble. Ouais. Et surtout, c'est une toute petite surface. Mais ça correspond, on va dire, à un investissement assez actif où la copropriété, voilà, méritait d'être également redressée un petit peu. Et donc, moi et mon père, on essaye d'y contribuer en améliorant le prochain investissement. Par exemple, ça sera de passer au compteur d'eau individuel au lieu du compteur d'eau collectif, ce qui apportera forcément une plus-value sur le bien à terme. D'accord, ok, excellent. Et donc, juste pour reprendre chronologiquement, ce premier achat, c'était il y a en quelle année? Alors, c'était en 2008. D'accord. Et donc, en 2008, j'avais 21 ans. D'accord, ok, parfait. Alors, du coup, il y a une suite à cette histoire d'investissement. Tout à fait, oui, il y a déjà eu une période où j'ai effectivement les études, j'ai eu un premier emploi, donc effectivement j'ai eu d'autres priorités et j'ai voulu réenclencher sur un projet immobilier il y a à peu près 2 ans. La logique à ça, c'est que simplement je commençais à avoir des revenus, je commençais un peu à me stabiliser. Je pensais on pense création de patrimoine, on pense à peut-être l'achat de la résidence principale. Ouais, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte. Donc j'ai commencé un peu à m'intéresser aux finances personnelles. J'ai lu quelques ouvrages, on va dire très grand public sur le domaine.
j'ai commencé à pouvoir couvrir des forums. Donc effectivement, je suis membre de plusieurs forums relatifs à l'investissement en général, l'immobilier en particulier sur Internet. Tu as quelques noms pour les auditeurs, un ou deux forums que tu recommanderais, sur lesquels tu participes? Oui, tout à fait. Alors en termes d'ouvrage, j'ai lu l'ouvrage d'Olivier Séban. Il m'a même été offert en fait par un proche. Je pense que pour une première lecture de quelqu'un qui connaît absolument rien que sur l'immobilier, l'investissement, c'est une bonne première lecture. Oui. Avec le recul, bien sûr, il y a des points sur lesquels il mérite de prendre un peu de recul, mais c'est une très bonne autre matière. En termes de forum, il y a le forum de hardware.fr il y a une section spécialisée sur l'immobilier, et le forum de devenir rentier, devenir-rentier.fr, où je participe également, et qui lui se focalise sur l'investissement au sens large, et qui est une mine d'or en termes d'infos d'une part, et puis on va dire d'exemples inspirants d'autre part. Ouais, effectivement. Et tu disais le premier forum hardware comme matériel informatique? Comme matériel informatique, et toute une section sur tout un tas de sujets. Il y a un sujet immobilier qui est assez actif. D'accord, qui est un peu plus macro. On parle moins d'investissement, on parle un peu de l'immobilier au sens macro du terme. Ok, c'est intéressant, j'avais jamais entendu parler de celui-ci. Ok, d'accord. Donc tu t'intéresses aux finances personnelles et à l'immobilier un peu plus précisément. Tu te formes? Je me forme, je réfléchis un petit peu au type d'investissement que je vais mettre en place. Pour moi, c'était assez évident que aller un appartement après l'autre, en termes d'échelle, ça n'a pas vraiment changé ma vie. Quand j'ai la première opération, on est sur un montant de loyer à peu près 700 € charges comprises, remboursement de loyer de 500 €. Le projet global, c'était à peu près 100 000 €. Voilà, c'est pas avec ça que je me suis dit que j'allais changer ma vie. Ok, parce que toi, ton objectif, c'était de changer ta vie, quand même. Si je prends vraiment l'objectif au sens large, c'est effectivement l'indépendance financière. Pas forcément au plus tôt. L'idée, c'est pas de venir se priver dans cette période de ma vie qui est quand même importante. Voilà, je vais avoir 30 ans dans quelques années, donc je suis encore jeune. Mais c'était quand même de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir l'atteindre. Ça viendra quand ça viendra, mais en tout cas que ça soit on va dire, avoir une certaine sobriété dans la vie de tous les jours en termes de dépenses, réfléchir au job que l'on a, donc optimiser la partie recettes. Et l'investissement locatif, c'est également créer une source de revenus supplémentaires et créer du patrimoine. D'accord, ok, excellent. Et donc avec toutes ces donc tu dis les appartements, ça c'est pas forcément ce qui t'a intéressé dans cette recherche de quel va être ton prochain investissement? Tout à fait. Et donc c'est en parcourant le forum, en lisant les exemples de personnes qui investissaient dans des immeubles de rapport, que je me suis dit qu'effectivement il y avait des aspects qui étaient séduisants, les rentabilités étaient un peu plus élevées que sur les appartements seuls. Il y avait une notion de maîtrise de son investissement au sens où on possède toutes les casquettes en fait, que ce soit à la fois le bailleur, que ce soit à la fois le syndic et le conseil syndical, qui permet vraiment d'optimiser son investissement, d'avoir une maîtrise globale. Ouais. Et puis en termes d'échelle, ça permet de faire d'un coup une opération qui a quand même une certaine envergure et qui réellement peut changer sa vie. J'allais dire en bien si effectivement il est bien maîtrisé, bien ficelé, et peut-être de certaines mesures en mal si effectivement on se trompe complètement. Mais en tout cas, les enjeux sont tels qu'on peut effectivement changer drastiquement l'aspect finance d'un ménage. Oui, effectivement. Mais alors, dans ce cas-là, entre un projet d'appartement et un projet d'immeuble, on est également dans une autre sphère en termes de finances. Tout à fait, et je pense qu'effectivement, si mes finances ne me l'aient pas permis, avec un immeuble, on arrive beaucoup plus rapidement et tout honnêtement qui peuvent être inacceptables, en tout cas du point de vue de la banque. Dans mon cas, les deux le permettaient, et simplement, au lieu d'acheter, en l'occurrence, une opération de l'ordre de grandeur et de 300 000 €, okay. Si j'avais dû acheter des studios un par un, il aurait fallu que j'achète 4-5 studios un par un avec 4-5 opérations, et voir 4-5 fois le banquier, avoir 4-5 prêts distincts. Finalement, moi j'ai vu que c'était quand même beaucoup plus de travail que d'avoir directement une seule opération. Par contre, effectivement, on doit la gérer, on doit être extrêmement attentif à cette opération, parce qu'à l'inverse, si elle se passe mal, les enjeux sont énormes. D'accord, ok. Et alors, rapidement, quels étaient... tu dis c'est un projet de l'ordre de 300 000 €, donc c'était un immeuble qui est situé où? Et puis, comment tu as fait un petit peu l'histoire pour le trouver, la phase de visite, puis de négociation, et puis s'il y a des travaux. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça rapidement? Ok, alors déjà il y avait un premier critère, c'était on va dire l'ordre de grandeur de l'opération. J'aurais pu prendre une opération à 200 000, j'aurais pas aimé faire moins parce que ça me paraissait un peu petit. 300 000 c'était vraiment le budget idéal, tout compris. Après au-dessus, à l'inverse, les budgets commençaient à être un peu importants. Il aurait pu me bloquer pour l'achat de ma résidence principale ultérieurement. Donc voilà, il y avait une certaine déjà enveloppe.
Après, cette enveloppe, juste, tu l'avais validée avec un quelconque conseiller bancaire au préalable ou c'était le fruit de tes recherches de ton côté? Non, j'avais été voir un banquier, Ok. j'avais été voir un seul, hein, c'était juste pour Ouais, valider ouais, dans bien les sûr. grands lits et ça me laissait de la marge, donc voilà, j'étais parti quand même avec une certaine enveloppe en tête. Ouais. Je voulais faire quand même, entre guillemets, simple, c'est-à-dire pas partir sur des travaux structurels majeurs hein, qui touchent vraiment le bâti de l'immeuble. Je voulais privilégier une opération d'habitation exclusive, hein, Oui. sans commerce, et donc Oui. sans bail commercial attaché à l'immeuble. Oui. Je voulais privilégier une opération également dans un quartier qui était vraiment bien desservi en transport, en hypercentre d'une commune, pour éviter justement d'avoir un risque sur la vacance locative ou le type de locataire que je pourrais avoir. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir quand même une opération relativement, enfin en tout cas sécuriser ces aspects-là. D'accord. Parce que là, juste pour les auditeurs, tu n'étais plus sur une recherche sur Paris. Non, là j'étais vraiment sur la région nord et donc finalement D'accord. j'ai acquis un appartement qui était à Tourcoing, la commune de Tourcoing dans le Un nord. immeuble, ouais. Voilà, et donc je cherchais d'abord sur l'île Intramuros, je trouvais pas les rentabilités que je souhaitais et donc j'ai fait un compromis d'aller en banlieue, dans une commune qui est quand même desservie, où il y a des écoles, où il y a tous les commerces, desservie en métro, tram et ligne SNCF. Donc, D'accord. voilà, c'était mon compromis, c'était de pas être en hypercentre, mais je me suis retrouvé largement en termes de rentabilité. Parce que tu avais quoi comme critère rentabilité? On parle de rentabilité brute. Toi, tu parles de rentabilité brute? Alors, ma rentabilité et mon calcul, c'était si je prends les loyers hors charge annuelle, Oui. je les divise par la somme donc du prix du bien, l'ensemble des travaux et l'ensemble des frais, que ce soit frais d'agence, frais de notaire, frais de cautionnement bancaire, je voulais être D'accord. supérieur à 10%. Ok, d'accord. Et effectivement, sur cet immeuble que j'ai acquis, on était plutôt aux alentours des 12%. Ok. Il y a eu finalement quelques imprévus au niveau des travaux qui ont fait que la rentabilité réelle, elle a été inférieure. Mais Ouais. d'un autre côté, j'avais des hypothèses en termes de vacances locatives, notamment, qui étaient un peu conservatrices. Ouais. Donc les deux éléments sont équilibrés. Et en tout cas, c'est un vrai investissement à 10% de rentabilité brute. aujourd'hui. D'accord. Ok. Ok. Il y a eu une recherche. Enfin, tu l'as trouvé via Le Bon Coin, par une agence immobilière, par un autre moyen. Alors effectivement, j'ai cherché principalement par Le Bon Coin. J'ai Ouais. fait en tout une quinzaine de visites. Ok. Une quinzaine de visites d'immeubles. J'ai avancé sérieusement sur 2 dossiers qui ont capoté parce que les immeubles n'étaient pas cadastrés. Entre guillemets, la division n'avait pas été faite, portée à la connaissance de l'urbanisme. Et ma notaire, notamment sur le premier investissement, m'avait alerté et m'avait, entre guillemets, déconseillé de signer pour l'achat. Donc, Qu'est-ce que ça peut causer comme problème non cadastré? Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est qu'un immeuble, on voit sur le cadastre, soit ça va être une parcelle avec l'ensemble du bâtiment, ou soit plusieurs petites parcelles au sein de la grosse, c'est ça? exactement. En fait, un immeuble, le terme immeuble, hein, que ce soit un seul bien ou plusieurs biens, si on parle Ouais. d'un immeuble entre guillemets avec plusieurs biens, il peut avoir, la division des lots au sein d'un immeuble, ça peut aller depuis l'immeuble où le propriétaire n'a demandé aucune permission, il a simplement mis des portes palières au niveau du couloir des parties communes, il a déterminé que voilà qu'il louait un appartement pour chaque. Ça peut très bien être inconnu des services fiscaux, donc en termes de taxes d'habitation d'une part, Ok. et ça peut être inconnu du cadastre en termes de division proprement dite. Ok, Donc, ça effectivement, ça arrive dans le cas où c'était des anciennes maisons unifamiliales qui sont divisées par la suite, quoi. voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et donc du coup, quel est le risque pour l'investisseur? Le risque principal, c'est que en cas de contrôle des services de l'urbanisme, qui détermine qu'effectivement la division n'a pas été autorisée. Sur les vieilles maisons, on peut parfois se trouver dans une situation où il y a prescription. Donc effectivement, cette division, au bout d'un certain temps où elle est effective, il peut y avoir l'accord tacite. En tout cas, on peut régulariser de façon tacite parce qu'il a été visé depuis un certain temps. D'accord. Du coup, de mémoire, c'est quelque chose comme une trentaine d'années, la prescription, mais il faudrait que je vérifie le chiffre exact. Mais si effectivement on n'est pas dans ce délai de prescription, le risque, c'est que les services de la mairie demandent, dans le pire des cas, de rétablir l'immeuble dans la situation initiale, c'est-à-dire en gros reloger le locataire à ses frais, supprimer les portes palières et redevenir avec un immeuble composé d'une seule habitation. Ouais, effectivement. Ça, c'est le cas le plus dramatique. Après, il y a des situations intermédiaires où on demande simplement de payer, de régulariser, c'est-à-dire en gros, autrefois de payer ce qu'on appelait la taxe parking,
c'est-à-dire répondre aux obligations de création de lots de stationnement, donc soit acquérir ou créer des parkings, en acquérir à proximité, ou payer une taxe qui effectivement dispense de répondre à l'obligation. Okay. Aujourd'hui, cette taxe parking a disparu, donc en gros, si on ne peut pas régulariser physiquement en créant des stationnements, on n'a pas d'alternative financière, on ne peut pas payer entre guillemets une indemnité à la commune, et donc on peut se retrouver rapidement dans des situations juridiques très compliquées. Ouais, effectivement. Ok. Ah, c'est un bon point. Moi, personnellement, j'ai investi dans un immeuble aussi et je n'avais pas regardé cet aspect-là. Heureusement pour moi, il était cadastré en lot, l'immeuble, mais effectivement, j'avais pas du tout regardé ça à la base, quoi. Mmh. Donc voilà, un critère effectivement important, c'était que l'immeuble soit cadastré, et donc au bout d'une quinzaine de visites, et justement après avoir avancé sur le premier immeuble qui s'est pas fait, le notaire en fait qui avait géré cette vente m'a appelé, il avait un service de négociation immobilière, il m'a proposé un bien qui était en cours de compromis, pour lesquels les acheteurs étaient sur le point de ne pas avoir leur prêt. Il m'a proposé donc du coup de le visiter, et en gros ce qu'il voulait c'était d'avoir un plan B. Et effectivement, les acheteurs n'ont pas eu leur prêt, ce qui m'a permis de me positionner avec une très faible négo par rapport au prix qui était déjà intéressant. D'accord. Et donc, j'active bien par ce biais-là. D'accord, ok. Finalement, c'est bien une reco d'un notaire, quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Excellent. Et donc, ce bien avait besoin de travaux ? Alors, il avait besoin de travaux, alors principalement les cuisines, les 5 cuisines à meubler et équiper. Alors, c'est un immeuble de silo, une cuisine était déjà en place avec un locataire en place. Il y avait 5 lots qui étaient libres d'habitation, donc il a fallu effectivement créer 5 cuisines meublées et équipées. Il a fallu changer la porte d'entrée de l'immeuble avec un système Vigic. Il y avait eu quelques bacs à douche à créer, à remplacer, quelques WC à remplacer, quelques menuiseries, quelques fenêtres à remplacer. Mais on va dire d'un aspect général, en termes de le sol, je l'ai conservé, les enduits et les peintures étaient en bon état. Il y avait une chaudière collective gaz qui fonctionnait bien, que j'ai pas eu à remplacer. Donc voilà, ça restait quand même des travaux assez mineurs. D'accord, et juste c'est intéressant l'aspect porte d'entrée principale avec un système Vigic. C'est un système qui est assez moderne et qui apporte une sécurité supplémentaire. Toi, c'est quelque chose que tu voulais absolument, ou alors c'est on t'a conseillé de mettre ça ? Non, je le voulais absolument, d'autant que les systèmes Vigic modernes permettent en fait de déprogrammer un badge si effectivement il venait à être perdu, ce qui fait que à l'inverse d'une clé où si elle est perdue on doit changer en fait le verrou et puis les clés de tout le monde. Là en l'occurrence on a juste à désactiver le Vigic et on peut conserver le système en l'état. D'autre part, le facteur se permet d'avoir un accès aux appartements et donc il peut badger et se rendre dans les appartements pour, dans les parties communes pour pouvoir justement distribuer le courrier. D'accord. Et puis voilà, en termes de fonctionnement, ça fonctionne, c'est hyper fiable comme fonctionnement. Par rapport à une serrure effectivement qui peut se bloquer, qui peut être dégradée. Là en l'occurrence, je trouvais que c'était un système qui était vraiment fiable. D'accord, ok. Et juste un ordre d'idée du prix, du comparaison du prix par rapport à une serrure normale, tu as une idée ou pas ? Alors sur le système Vigic proprement dit, je sais pas. Après pour proposer donc une porte blindée avec justement ce système Vigic et puis une batterie de secours en cas de coupure d'électricité, on était à 3 000 €. 3 000 € TTC. D'accord, ok, excellent. Et les biens donc étaient déjà avec locataire, certains avec locataire ou pas du tout avec locataire ? Alors sur les silos, il y avait un locataire en place et il y avait 5 lots qui étaient libres d'occupation. Il y avait eu en fait un certain nombre de difficultés, notamment des impayés. Et je pense que le propriétaire d'avant en a eu un peu assez et il a demandé au locataire de partir. Il a géré ses procédures d'expulsion et après il a vendu l'immeuble libre de locataire à problème. Le locataire restant évidemment étant très correct. D'accord, ok. Et donc tu disais tout à l'heure que justement sur cette phase de travaux, tu as eu quelques surprises qui ont causé un surenchérissement des travaux. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de majeur que tu aimerais, sur lesquels tu aimerais prévenir les auditeurs à faire attention dans le cas d'achat d'un immeuble de rapport ? Alors, de toute façon, des problèmes, je m'y attendais. Effectivement, c'est sûr. Quand on voit les gens dans l'immobilier, ils disent tous la même chose. Il faut se donner au minimum de 6 mois pour, entre guillemets, redresser l'immeuble. D'accord. On prend possession, on découvre les problèmes, donc de toute façon ils étaient inévitables. Ouais, Par contre, effectivement, la toiture était en mauvais état,
au point qu'effectivement tous les gens que j'ai fait passer d'un premier temps pour les réparations sur des dégâts des eaux, et même de toute façon pour avoir un deuxième avis, m'ont conseillé un remplacement urgent pour éviter vraiment de nouveaux soucis. Et effectivement, sur une toiture, même si là en l'occurrence j'ai profité de l'échafaudage pour refaire le ravalement que je comptais faire, qui est revenu, donc l'ensemble est revenu à 16 000 €, mais ça reste quand même une mauvaise surprise et qui est facilement évitable. Donc ça, effectivement, c'était vraiment une erreur un peu grossière de ma part. Quand tu dis évitable, c'est de quelle sorte ? Alors, d'une part, j'aurais pu me faire accompagner lors des visites. En tout cas, après la signature du compromis ou immédiatement avant, pouvait venir jeter un coup d'œil. Mais en fait, avec le recul, il n'y avait pas besoin d'être un expert pour se rendre compte que les tuiles étaient un peu devenues friables, qu'il y avait eu en fait des espèces de patchs un peu à gauche à droite. Simplement passer la tête par les Velux et vraiment prendre le temps de regarder aurait suffi. Ouais, c'est vrai, effectivement. Effectivement. Donc, je sais pas, j'aime bien les petites histoires, les petites anecdotes. Est-ce que tu as d'autres anecdotes sur ce bien, donc qui est ton dernier en date, sur n'importe quel aspect, critères, les locataires, les visites? Non, alors moi c'est surtout cette partie imprévue, parce que la toiture, oui, c'était prévisible, mais par exemple le tout à l'égout au niveau de la cave, les eaux usées en fait sont mis à s'infiltrer et à déborder. Probablement que c'était le fait qu'il y ait d'un coup un immeuble qui soit habité complètement, peut-être qu'il y avait un bouchon. Donc en tout cas, j'ai dû refaire le tout à l'égout. Il y a eu en fait donc un dégât des eaux qui était lié à la toiture proprement dit. Il y a eu un second dégât des eaux puisque l'une des locataires a laissé fuir son robinet de WC sans me l'indiquer. Donc effectivement, par gravité, ça a fait un dégât des eaux sur l'appartement dessous. Ouais. Comment on pourrait éviter ce genre d'erreur de la part de ces locataires ? D'après toi, dans le futur, comment tu ferais pour éviter ça ? Alors, sur un point de vue matériel, à mon avis, tout ce qui est petit consommable, que ce soit les chasses d'eau, que ce soit les petits robinets, on peut dire que quand on prend l'appartement et si on sait que sa pâte est bien entretenue, ça peut avoir le coup de les changer. Je veux dire, même si c'est toujours dommage de venir remplacer quelque chose qui semble fonctionner, mais par rapport au souci... De repartir sur une basse scène, quoi. Voilà, exactement. Et ça, pour tout ce qui est petite robinetterie, joints, etc., c'est pas forcément un mauvais calcul. Et après, je pense que c'est lié au type de locataire. En l'occurrence, c'était une locataire qui était étudiante. C'est peut-être, c'est de façon certaine son premier logement après avoir quitté le domicile familial. Je pense qu'elle avait un peu moins de bouteilles, d'aisance, et que quelqu'un d'un peu plus expérimenté m'aurait prévenu, au moins. Ça n'aurait pas fait un drame, mais m'aurait prévenu. Ouais, d'accord, effectivement. Mais du coup, dans le futur aussi, toi, tu peut-être insisteras sur le fait, si jamais il se passe le moindre chose, dites-le moi. Ne laissez pas pourrir la situation. Ils étaient au courant, et c'est des choses qui arrivent, mais ça, en l'occurrence, je pense que c'est des choses qui arrivent dans tous les immeubles. Effectivement, j'ai eu d'autres soucis, mais qui, moi, font partie de la gestion locative normale. J'ai eu, il y a un appartement, il y a eu des souris, il y a un appartement, il y a eu des puces. C'est des petites choses, mais finalement, quand on parle à des gens qui gèrent des immeubles, que ce soit au conseil syndical ou que ce soit en tant que propriétaire bailleur, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Il y a toujours des choses, effectivement, c'est clair. Effectivement. Donc, je sais que justement, sur ta région des Hauts-de-France, comme ça qu'on appelle la région maintenant, tu rencontres régulièrement d'autres investisseurs immobiliers et tu organises ces rencontres via le forum Devenir Rentier, justement. Et je voulais juste savoir ce que ça vous apportait, ce genre de rencontre. Alors, pour moi, il y a vraiment deux éléments qu'on traite lors de ces réunions. La première, c'est effectivement poser des questions concrètes. Ça peut aller de, j'ai ma déclaration d'impôt à faire. Est-ce que vous me conseillez de faire un expert comptable en ligne ? Est-ce qu'il faut un certificat physique ? Est-ce que je le fais moi-même ? La personne arrive avec sa question, chacun donne son avis, on prend de l'information et on le gère par rapport à ça. Il y a une fois une personne qui est venue justement, qui avait un problème de division de son immeuble, qui avait du mal à vendre justement à cause de ça, et il est venu chercher du conseil. Donc je pense que c'est un endroit où on va se parler avec des gens qui sont, certains sont très expérimentés, et ils partagent leurs conseils. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est l'aspect inspiration. Parce que quand on fait ce genre d'opération, on est sur un marché d'investissement, donc on parle tout d'immeubles et qu'on veut vraiment, entre guillemets, atteindre l'indépendance financière et donc avoir une échelle qui est complètement décorrélée d'investissement d'un appartement, de l'appartement que beaucoup de gens font mais ne passent pas le cap de passer à plus. Là, on s'entoure de gens qui sont dans le même état d'esprit, qui ont eu les mêmes difficultés. Il y a un effet clairement motivant. Ouais, c'est ça. Ça donne de la confiance aussi. Voilà, ça donne de la confiance. On voit des gens qui l'ont fait.
intérêt, on se dit voilà, pourquoi pas moi. On comprend que c'est faisable, on comprend également qu'il y a des enjeux, ça demande du travail, on a besoin, on est obligé de se professionnaliser, on est obligé de gérer son investissement différemment de quelqu'un qui pourrait avoir qu'un ou deux biens. Et ça typiquement c'est un intérêt, c'est de parler avec des gens qui ont le même projet, et on sort je pense qu'à chaque fois moi je sors de ces réunions motivé, comme quoi je suis en train de prendre une voie qui est difficile, mais c'est la bonne voie. En tout cas c'est une des meilleures voies par rapport à mon objectif. Je suis tout à fait d'accord, je participe aussi à des rencontres de ce genre et c'est vraiment très 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 inspirant, et ça booste la confiance après quoi. Ok, et alors continuons sur cette région en particulier. Une personne qui nous écoute là aujourd'hui et qui souhaiterait débuter l'immobilier, toi tu as fait à Tourcoing, c'est ça? On va dire c'est la métropole Tourcoing, Roubaix et Lille, c'est ça? Oui, tout à fait. Quelle serait ton analyse et puis des recommandations, ou à l'inverse des choses à éviter dans ce coin-là? Alors, pour moi, sur la métropole lilloise, il y a l'hypercentre de Lille. Le marché va être le même que l'hypercentre de n'importe quelle grande ville de province. Les rentabilités vont être moindres, mais d'un autre côté, il y aura un flux de locataires constant. Donc ça, c'est une certitude. D'un point de vue patrimonial, ma conviction est quand même que les prix vont avoir tendance à être un peu plus stable que d'autres quartiers où effectivement du jour au lendemain ça peut se dégrader ou s'améliorer. En tout cas ça c'est discutable, mais c'est ma conviction. Voilà ton avis, effectivement. Ouais. Après, il y a des quartiers périphériques de Lille qui appartiennent toujours à la commune de Lille. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle Moulins, il s'appelle Hélène, Fives, Lezennes, notamment. Où effectivement, c'est des quartiers qui sont en réhabilitation, mais où effectivement la demande locative elle reste vraiment très forte et où les prix sont déjà plus abordables. Et notamment aussi, il se trouve qu'il y a pas mal de bâtis, il y a encore beaucoup d'immeubles de rapport. Donc en plus, on trouve beaucoup sur le marché d'immeubles qui sont tout à fait corrects. Ouais. Le problème de ces quartiers-là, c'est que, comme je dis, ils dépendent de la commune de Lille, c'est juste des quartiers de Lille, et par conséquent, Lille est en train de mettre en place l'encadrement des loyers, et donc il y a une menace sur le niveau de loyer qu'on pourra obtenir de ce genre de bien. Effectivement. Donc, essayez de voir plutôt ce qui se passe en dehors de la métropole de la communauté de Lille. Alors, aujourd'hui, en ce moment, en tout cas, c'est que les villes, les quartiers qui ont le même code postal que Lille, qui appartiennent à Lille, pour lesquels c'est prévu. À mon avis, la logique serait que ça soit étendu à toute la métropole. Ouais. En tout cas, c'est que pour Lille. Et donc, du coup, les communes de Roubaix, de Tourcoing, de Marcq-en-Barœul, de Ronchin ne sont pas menacées par l'encadrement des loyers. Et donc, on peut y pratiquer des loyers libres, d'une part. On y trouve quand même beaucoup d'écoles, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes professionnels également. Donc, la demande locative, elle reste forte. Ouais. Par contre, donc, ça sera vraiment de viser les hypercentres. Il n'y a pas de raison d'aller dans les quartiers périphériques de ces villes-là, puisque dans les hypercentres, on trouve quasiment tel quel sur le Bon Coin des immeubles qui sont autour de 10% de rentabilité. Okay. Alors effectivement, ça vaut le coup de challenger un petit peu le montant des loyers d'une part, le montant des travaux à prévoir d'autre part, mais sans chercher très longtemps, on va pouvoir trouver des immeubles avec une rentabilité supérieure à 10% et qui sont dans un état très correct. Dans des fourchettes de prix comme le tien, autour de 300 000 euros, budget global? De 300 000 euros inférieur, 300 000 euros, donc en l'occurrence un immeuble de silo, mais on trouve des immeubles avec 3 ou 4 lots aux alentours de 200 000 euros qui me paraissent moi très bien pour démarrer. Ouais, ok, effectivement, et on avait eu dans l'épisode 2 du podcast un investisseur qui habitait à Paris et qui a décidé d'investir dans la métropole lilloise, et quand on voit un immeuble qui autour de 250 000 ou 300 000 euros peut être acheté, alors qu'à Paris pour ces fourchettes là on va avoir quoi, un T4 T4 pour probablement, ouais. C'est vrai, et avec une moins bonne rentabilité, c'est vrai que je pense qu'il y a des choses à faire pour les gens locaux, mais aussi pour des gens qui seraient par exemple en région parisienne, quoi, ou à Paris. Si les Parisiens nous écoutent, l'immeuble que j'ai acquis, c'était 1 000 euros du mètre carré. Ouais, loi carré, mètre carré habitable. Effectivement. Après, on rajoute à ça effectivement des travaux, mais travaux inclus, on va être dans mon cas particulier, et parce que j'ai quand même voulu mettre des équipements haut de gamme, j'étais pas forcément obligé de le faire, entre 1200 et 1300 euros du mètre carré, avec des montants de loyer qui sont autour de 14-15 euros du mètre carré par mois. Ouais.
Ouais, effectivement. Et c'est surtout ce ratio qui est intéressant, au-delà des... Parce qu'on pourrait se dire qu'effectivement, le foncier est peu cher, mais Oui, voilà. les loyers sont bas. Les chiffres absolus, c'est vraiment le relatif entre l'achat et les loyers, quoi. Donc, qui donne des très bonnes rentabilités. Tout à fait. Ouais, non, c'est très bien de montrer cela sous cet angle-là. Et puis, voilà. Donc, s'il y a des investisseurs parisiens, tu seras ravi de partager les expériences lors des rencontres que vous réalisez avec d'autres investisseurs locaux. Tout à fait. Excellent. Alors, avant de passer à la dernière section, je voulais juste avoir ton avis aussi. Tu me disais que tu investissais outre l'immobilier sur le marché boursier. Donc, quel genre d'investissement fais-tu en parallèle, et puis comment tu combines, quelle stratégie tu as en tête pour combiner ça avec l'immobilier? D'accord. Alors, moi, ma conviction, c'est que l'immobilier, en tant que tel, c'est un très mauvais placement. Alors, c'est un peu choquant de dire ça, alors que je me suis lancé dans un gros investissement, mais c'est un investissement qui n'est pas liquide du tout. Ouais. Y a des frais énormes, hein, les 8% de frais de notaire sur investissement, c'est nettement plus que frais de un transaction, investissement boursier. Ouais. C'est pas du tout liquide, ça prend énormément de temps de trouver le bon bien, de faire des recherches, de l'acquérir, et puis pareil, à la revente, ça prend toujours un certain temps. C'est pas du tout diversifié, puisqu'on investit sur un endroit géographique particulier. En plus, quand on fait un immeuble, on se retrouve avec 5 ou 6 lots au même endroit. On est tributaire, entre guillemets, de l'environnement, un quartier dans lequel on investit, justement parce que c'est pas diversifié. Le quartier peut se bonifier comme se dégrader. Donc voilà, il y a tout ça de raisons qui font que pour moi, l'investissement immobilier, en soi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Sans oublier le temps de gestion. Et le temps de gestion, le temps de gestion, et les risques d'impayés, les risques de dégradation. Et pourquoi les gens pourtant font de l'immobilier? C'est parce que dans une optique de création de patrimoine, le fait de pouvoir bénéficier d'un emprunt, et en l'occurrence même d'un emprunt total, le bien, les travaux, les frais d'agence, les frais de notaire, etc., fait qu'on investit avec de l'argent qu'on ne possède pas. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est que finalement, peu importe le rendement, à partir du moment où il y a un tel effet de levier sur l'argent, et qu'en plus c'est de l'argent qui ne nous appartient pas, ça devient hyper intéressant. Et c'est quelque chose qu'on peut mener de façon quasiment indépendante par rapport à sa vie de tous les jours, par rapport à ses autres investissements. Et donc pourquoi moi j'ai privilégié du coup l'investissement immobilier pour la création de patrimoine, mais l'argent que j'économise, c'est-à-dire vraiment ce qui est issu de la différence entre mes revenus et mes dépenses, ça c'est investi uniquement le fameux cash flow positif sur cette opération en particulier. Et le cash flow positif de l'opération, tout à fait, tout ça c'est réinvesti sur des supports, on va dire, financiers, plus classiques, c'est-à-dire des assurances vie pour une partie, et la bourse pour l'autre partie, avec, pour le moment, dans mon cas, une fourchette 70-30, 70% en assurance vie et 30% en boursier. D'accord, ok. Et en bourse, tu as une stratégie particulière sur des actions, des obligations, des trackers. Alors, je ne sais pas. Pas du tout. Voilà, moi j'investis uniquement sur des trackers. Je vois pas pourquoi je battrais le marché alors qu'il y a des gens pour lesquels c'est leur job et qui n'y arrivent pas. En tout cas, statistiquement, il y a une grande partie des fonds qui finalement ne battent pas leur indice, voire sont en dessous, et en plus il y a des frais qui sont ajoutés, ils en sont encore plus loin de l'indice qu'ils essayent de battre. Donc moi je pense qu'un tracker permet de suivre bon an mal an le marché, permet d'être extrêmement diversifié, simplifie au maximum la gestion. On peut essayer de le booster un peu avec des trackers sur des pays émergents, des trackers sur des foncières immobilières. Donc on peut avoir un portefeuille de 3-4 lignes et se retrouver avec quelque chose de très diversifié et qui égalera la performance du marché boursier qui, historiquement, par contre, a vraiment été beaucoup plus performant que les autres supports financiers. Ouais, effectivement. Donc juste pour les auditeurs, un tracker c'est un indice, c'est un véhicule financier qui réplique la performance d'un panier de plusieurs actions d'entreprise ou d'obligations. Mais là, dans le cas que tu présentes, j'imagine que c'est des trackers sur le CAC 40 ou sur le S&P 500, marché américain.
Moi j'ai un indice, l'indice monde. Il y a un indice monde qui couvre les pays, on va dire, voilà, les pays importants. Avec un pays émergent, on va couvrir les petites capitalisations, enfin les pays justement qui sont pas inclus dans cet indice. Les sociétés qui sont dans les pays émergents, effectivement. Tout à fait. Et puis après, voilà, si on ajoute un petit peu d'immobilier, éventuellement un peu de matières premières, on a vraiment l'ensemble du spectre des produits qu'on peut trouver en bourse, avec uniquement 3 ou 4 lignes sur son PEA. Ouais, effectivement. C'est exactement la même stratégie que j'adopte. Et donc, tu fais également des versements sur ces 3-4 lignes de façon régulière et systématique. De régulière, voilà, parce que si on attend, on se dit ça baisse, ça monte, on commence à faire du trading. Pour moi, il faut investir de façon régulière. Après, ce qui est sûr, c'est que quand on est justement un investisseur, on doit quand même sentir les grandes phases, et en l'occurrence ceux qui avaient conservé donc un peu de cash et qui ont vu les prix à l'époque de 2007-2008, bien sûr que c'est des périodes où l'investisseur aguerri sent que c'est le moment d'acheter un petit peu plus. À l'inverse, quand on a une période d'euphorie, on peut quand même le sentir, mais pour moi ça doit rester marginal par rapport au fait d'abonder régulièrement ces trackers pour être justement lissés à la hausse comme à la baisse les fluctuations du marché. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Au final, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins risqué de faire des investissements réguliers et systématiques sans trop se soucier des différentes hausses et des baisses. Mais paradoxalement, ça semble plus dur, en tout cas, de garder cette rigueur personnelle de faire ça, quoi. Et de pas céder. Alors, effectivement, après, c'est vrai que l'avantage du tracker, c'est que c'est quand même pas évident de suivre ces évolutions. On voit juste l'indice qui monte ou qui baisse, mais c'est tellement varié qu'on n'arrive pas à le relier à un événement en particulier. Et donc, du coup, moi, personnellement, ça m'aide à à désensibiliser et en tout cas à réagir de façon épidermique, parce que pour moi, c'est vraiment même si c'est quelque chose de physique, il y a bien des actions derrière, il y a bien une économie derrière. Finalement, pour moi, c'est une ligne sur mon PEA sur laquelle j'abonde régulièrement. Et finalement, d'un moment où que ça baisse, ça n'implique pas pour moi un impact dans le sens où je ne l'interprète pas par un phénomène pour me dire ah oui, j'aurais pu prévoir ça. Non, moi j'investis régulièrement. Ok, effectivement. Bon on va passer maintenant à la dernière section du podcast, si tu le veux bien. Parfait, allons-y. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, dernière section du podcast qui consiste en 4 questions que je pose à tous les invités de cette émission. Et la première question est de savoir s'il y a un livre business ou immobilier que tu recommandes souvent. Alors, moi j'ai lu le livre d'Olivier Seban et j'ai trouvé que pour une première lecture, c'était vraiment très bien, parce qu'il ne parle pas que d'immobilier, il parle de finances personnelles. Et pour moi, avant de se précipiter sur un achat immobilier en l'occurrence, il faut parler finances personnelles. Il faut savoir pourquoi on fait un projet. Donc le livre d'Olivier Seban, j'ai trouvé très bien, complémenté par des lectures, participer à des forums, venir poser des questions, se présenter, poser des questions, lire un petit peu. Et avec ça, on va récupérer un nombre incroyable d'informations intéressantes. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que voir l'immobilier dans sa globalité qui est l'investissement et comprendre les concepts et les mécanismes économiques, ça aide vraiment et ça permet de prendre un peu de recul et de voir comment marche peut-être un prêt, qu'est-ce qu'un actif, un passif, etc. C'est vraiment utile parce qu'on entend beaucoup de choses sur l'immobilier dites par des gens respectables ou un peu moins connaisseurs qui font parfois froid dans le dos par leur incohérence, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, deuxième question. On dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Est-ce que toi, il y a une erreur qui te vient à l'esprit, donc qui t'a appris quelque chose et que tu souhaiterais partager avec les auditeurs? Oui, alors moi c'est vraiment, j'en ai parlé, ce quasi-achat où finalement ma notaire m'a pris le stylo des mains quasiment pour me dire non, n'y allez pas sur cet immeuble et qui était effectivement pas cadastré. Donc voilà, il y a eu une erreur de ma part, c'était d'avancer aussi loin, mais avec le recul il y avait des signes. Je voyais bien que c'était un prix qui était vraiment défiant de toute concurrence, pourtant il s'était pas forcément vendu rapidement. Le vendeur, visiblement c'était pas quelqu'un qui gérait ses investissements de façon sérieuse,
faisait ça vraiment à l'instinct. Il y a quasiment pas de papier. Donc voilà, si ça semble trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est souvent. Okay. Et là, en l'occurrence, au bout d'un moment, il y a tellement de marchands de biens sur une commune sur l'île. Si effectivement personne n'a pris cet immeuble, c'est qu'il y avait quand même une raison. Faut pas croire que la bonne affaire, on est la seule à l'avoir. Effectivement, la concurrence, c'est vrai, et reste quand même assez rude pour un investisseur débutant qui commence surtout sur des produits comme des immeubles de rapport, ou comme tu dis, il y a des gens qui sont des professionnels, type les marchands de biens, qui entendent parler des affaires bien avant un investisseur débutant, quoi. Tout à fait, que ce soit les fameux insiders, que ce soit des notaires, des agents immobiliers ou les gens qui les fréquentent. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas investir, ça veut juste dire que dans la recherche de la bonne affaire, à un moment il faut savoir dire stop, il faut savoir se dire que voilà, on n'est pas des professionnels de l'immobilier, notre réseau il est ce qu'il est, au bout d'un moment de toute façon c'est l'inactivité, l'inaction qui est le plus coûteux. Donc au bout d'un moment, il faut se fixer une limite, se renseigner, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais au bout d'un moment, on ne peut pas optimiser sur tous les leviers, on ne peut pas chercher un immeuble à 15% quand le prix du marché, visiblement, est autour de 7-8. Donc pour moi, il faut rester raisonnable et rester, en tout cas, dans sa zone de confort. Sa zone de confort, on l'élargira au fur et à mesure de son expérience, qu'on va se former, mais si la zone de confort au début, elle est faible, moi, je conseillerais de partir sur un investissement qui est simple. Habitation exclusive, pas forcément de commerce, un immeuble divisé, cadastré, un quartier qu'on connaît, proche de chez soi. Ça sera peut-être pas la meilleure rentabilité, mais au moins, ça permettra de démarrer sur des bases saines. Ouais, effectivement. Alors, troisième question, à part l'immobilier, quels sont tes loisirs ? Alors moi, je pratique le cyclisme depuis toujours. Donc effectivement, je fais beaucoup de vélo, je suis des courses de vélo, je regarde à la télé. Donc ça, c'est vraiment mon loisir. Excellent. Et si je dois faire le lien un peu avec le sujet du jour, pour moi, on ne peut pas accéder à l'indépendance financière si on le fait pour l'argent. Alors, si je dois reformuler. La dépense financière, ça permet effectivement d'entretenir un certain train de vie. C'est ça le principe, la définition, c'est qu'on a un certain train de vie. Si on le maintient, on a suffisamment de capital, qui génère suffisamment d'intérêts, de dividendes, etc. pour tenir ce train de vie, grosso modo sur une durée, alors au moins jusqu'à la retraite, voire jusqu'au décès, voire même de façon illimitée, si on a vraiment un patrimoine très important. À partir du moment où on a un niveau de vie, un style de vie qui n'est pas sobre, qui est dispensieux, ce sera quasiment impossible de générer de l'épargne, donc ça sera impossible d'investir, et donc ce sera impossible d'avoir l'indépendance financière. Donc pour moi, avoir un loisir, si par exemple j'aimais les voitures de sport, si j'aimais les voyages autour du monde dans les hôtels 5 étoiles, non seulement je ne pourrais pas avoir l'indépendance financière parce que je n'aurais pas d'épargne, et deuxièmement, pour avoir le patrimoine pour entretenir ce train de vie, ce serait sur des montants astronomiques. Et donc du coup, les loisirs que j'ai, avoir des loisirs assez simples et peu coûteux, ça reste cohérent avec mes projets. Ouais, non, tout à fait, c'est vraiment le bon point de se dire... les gens qui sont avec un gros patrimoine et qui, entre guillemets, sont devenus riches, c'est aussi parce qu'ils ont souvent des manières de vivre, on va dire, assez simples, quoi. Ouais, il y a un très bon bouquin qui s'appelle The Millionaire Next Door, je sais pas comment ils l'ont traduit en français, que je peux recommander en termes de lecture également. C'est une étude qui a été sur les millionnaires américains. Elle est un peu... Je dirais pas qu'elle est biaisée, le trait est un peu grossi, mais c'est très intéressant sur l'indépendance financière et le profil des gens qui sont réellement indépendants financièrement. Ouais, effectivement. Je l'ai lu aussi, il est vraiment amusant. C'est le cliché, c'est la majorité des millionnaires qu'ils ont interviewés, c'est des gens qui vivent dans des quartiers pas les plus luxueux, avec les voitures pas les plus luxueuses, qui ont des plaisirs simples, mais qui connaissent parfaitement les fondements et les mécaniques économiques, quoi. Tout à fait. Alors du coup, dernière question, et après je te laisserai. À ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou qui ne commence jamais ? Alors, pour moi, qui ne commence jamais, c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'inspiration. C'est quelqu'un, je pense que pour être convaincu, il faut s'entourer de gens qui ont fait. Ne pas se contenter de conversations, que ce soit en famille, etc. Parce qu'il y a des gens qui donnent l'impression d'avoir réussi, alors qu'en fait, dans les faits, réellement, concrètement, leur montage ne sont pas du tout rentables. Il y a des gens qui, à l'inverse, il y a des gens qui sont très taiseux, qui ne s'en vendent pas, puis quand on leur parle, il y a un immeuble par-ci, un immeuble par-là, et ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. Donc voilà, pas si aux apparences, s'entourer de gens qui effectivement ont le même objectif, qui vont partager leurs conseils, qui vont partager leur histoire, qui vont vous inspirer, et ça vous permet de commencer. Et après, pour réussir, moi je dirais commencer simple.
faire peut-être petit, faire peut-être simple, faire peut-être un peu moins rentable. Et le premier investissement va quand même marquer la personne, finalement pas tant financièrement. Au pire, cet investissement est entre guillemets raté, on peut toujours s'en séparer, on peut toujours vivre avec, on fera peut-être un cash flow négatif, mais voilà, on peut toujours vivre avec. Par contre, ça peut complètement démoraliser une personne. C'est pour quelqu'un qui a fait un investissement Pinel dans un package préfabriqué et qui a fait une très mauvaise affaire. Financièrement, il va s'en remettre. Ouais. Ça prendra un certain temps, ouais. mais il va être dégoûté de l'immobilier. Oui. Il va se dire que c'est pas rentable, ça marche pas. Mais non, il y a des façons de le faire. Et donc là, pour le coup, il est parti sur quelque chose de complexe qui mêlait investissement, réduction d'impôts, packagé, fait par un tiers. Ça pouvait pas marcher. Donc voilà, commencer simple, s'entourer de personnes, d'avoir un entourage de personnes qui ont un regard positif et bienveillant sur son projet, et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Bah écoute, merci beaucoup Cédric pour ces 50 minutes passées ensemble. Merci à toi pour cet échange, j'espère que ça pourra aider des personnes. Et voilà, s'il y a des gens qui sont sur la métropole lilloise occasionnellement, qui aillent sur le forum Devenir Rentier, qui s'inscrivent, qui se présentent, qui voient un petit peu les rencontres de département à Lille, ça peut être aussi dans leur région. Et s'ils veulent venir nous voir et poser les questions qu'ils souhaitent, qu'ils n'hésitent pas. Ouais, effectivement, c'est très gentil pour tous les auditeurs. Donc Devenir Rentier sur le forum, et vous pourriez voir notamment les invitations qu'il y a aux rencontres que vous organisez sur l'île. Parfait. Ok, merci beaucoup. À très bientôt, et puis bon courage, bonne chance. Je ne sais pas s'il n'y a que de la chance, mais beaucoup de travail aussi derrière, mais pour tes prochains investissements. Merci beaucoup. Et puis je te dis au revoir, et puis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et encore un nouvel épisode qui se termine. J'espère que l'histoire de Cédric vous a plu et vous a inspiré. Personnellement, je retiens 2 choses vraiment importantes. La première, pour les investisseurs débutants, si vous avez peur de vous lancer dans votre premier investissement, il vaut mieux passer à l'action sur un petit projet que de ne pas passer à l'action du tout. Deuxièmement, pour les investisseurs un peu plus avancés, essayez de continuer à vous perfectionner, notamment en rencontrant d'autres investisseurs plus avancés. C'est sûr que c'est mieux de parler de vive voix avec d'autres, mais si vous êtes limité en temps, alors vous pouvez toujours continuer à écouter les épisodes de ce podcast. Comme je le disais au début, si vous avez un téléphone Android, téléchargez l'application Podcast & Radio Addict, c'est gratuit. Sinon, si vous avez un téléphone de la marque Apple, il vous suffit de vous abonner via iTunes. Vous recevrez dans les 2 cas une petite notification à chaque publication d'un nouvel épisode, d'une nouvelle interview. Je vous laisse sur ces mots. À la prochaine. Ciao. Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.